Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un lien vraiment fondamental de l'histoire moderne. Celui qui unit la montée du capitalisme industriel et l'impérialisme européen du XIXe siècle. C'est une histoire de machines, de marchés et de cartes du monde redessinées par la force. Alors la question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment est-ce que le besoin des usines en Europe, leur besoin de nouveaux marchés, a pu littéralement redessiner la carte du monde? Comment une révolution économique, née au cœur des usines, a pu déclencher cette course folle pour contrôler des continents entiers? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur les termes. L'impérialisme ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle de cette vague d'expansion, une expansion assez agressive des puissances européennes. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de commerce, non. On parle bien de domination politique, économique et même culturelle que l'Europe a exercée sur une bonne partie du globe. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va voir comment le capitalisme est devenu en quelque sorte le carburant de cette machine impériale. C'est presque une relation de cause à effet, une mécanique bien huilée qu'on va décortiquer. Et tout part de là, en fait. La révolution industrielle. Imaginez, les usines en Europe se mettent à tourner à plein régime. Elles sont d'une productivité folle, à tel point qu'elles fabriquent beaucoup plus de produits que ce que les gens sur place peuvent acheter. Résultat, les marchés nationaux sont complètement saturés. Et ça, c'est un énorme problème économique. La crise de surproduction. En fait, le problème était multiple. D'un côté, les marchés locaux étaient pleins à craquer. De l'autre, pour se protéger, les pays européens commençaient à ériger des barrières douanières entre eux. Et pour couronner le tout, il y avait des masses de capitaux, d'argent qui dormaient et qui ne trouvaient plus d'investissement rentable en Europe. Alors, pour les dirigeants de l'époque, la solution apparut presque évidente. Il fallait trouver de nouveaux marchés, de nouvelles ressources et de nouveaux endroits où investir cet argent. La porte était grande ouverte pour l'expansion coloniale. Mais attention, ce serait un peu trop simple de dire que tout ça, c'est juste une question d'argent. En réalité, d'autres raisons, d'autres justifications sont venues se greffer là-dessus pour légitimer et même pour accélérer ce mouvement. Et ce qu'on voit ici, c'est une très bonne représentation de ces différentes motivations. L'économie, oui, c'est clairement le plus gros morceau du gâteau, c'est le moteur. Mais il ne faut pas oublier le reste, le prestige national, la compétition stratégique entre les pays, le besoin de caser en surplus de population, et bien sûr cette fameuse idée de mission civilisatrice. Tout ça a joué un rôle essentiel pour justifier l'aventure coloniale. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Même si le discours officiel de l'époque parlait beaucoup de grandeur nationale ou de devoir moral, le véritable moteur, le cœur du réacteur, c'était bien le besoin économique. Les autres raisons, bien souvent, servaient de paravent, de façade idéologique à une entreprise qui était avant tout matérielle. Alors, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons un peu le où. Où est-ce que cette compétition féroce s'est jouée? Eh bien, le terrain de jeu de cette nouvelle ère impériale n'était pas en Europe, mais à des milliers et des milliers de kilomètres de là. L'appétit insatiable des puissances européennes s'est donc tourné vers deux continents en particulier, l'Afrique et l'Asie. Ces régions, immenses, riches en ressources, avec des marchés potentiels énormes, étaient vues comme des territoires ouverts, prêts à être conquis et exploités. Et cette carte, elle parle d'elle-même. Elle nous montre l'ampleur du phénomène. On voit très clairement comment les empires européens ont étendu leurs tentacules sur l'Afrique et l'Asie. Chaque couleur représente une puissance différente, et on visualise vraiment ce découpage, cette appropriation du monde. C'est assez saisissant. Forcément, cette course au continent a créé des tensions énormes. La compétition était si féroce qu'on a frôlé la guerre entre Européens. Alors, pour éviter d'en arriver là, ils ont décidé de s'asseoir autour d'une table et de se mettre d'accord sur les règles du jeu. C'est tout l'enjeu de la fameuse conférence de Berlin. Et à Berlin, ce qui s'est passé est assez fou. Les puissances européennes ont littéralement sorti une carte de l'Afrique et ont tracé des frontières à la règle, sans se soucier le moins du monde des peuples, des ethnies, des royaumes qui existaient sur place. Ils ont défini des sphères d'influence, des règles d'occupation. En gros, ils ont organisé le partage d'un continent entier, avant tout pour ne pas se faire la guerre entre eux. Le sort de millions d'Africains était scellé. Alors maintenant, pour que ce soit plus concret, on va zoomer sur un cas précis. On va voir comment ces grandes théories se sont appliquées sur le terrain. Et l'Algérie, colonisée par la France bien avant la conférence de Berlin, dès 1830, est un cas d'école. Et là encore, on retrouve exactement le même cocktail de motivation. Il y avait un motif stratégique. Contrôler la Méditerranée, c'était la clé. Un motif économique, bien sûr, l'idée d'exploiter les richesses du pays, agricoles notamment. Et puis, il y avait aussi un motif politique. Pour le roi de l'époque, Charles X, lancer une expédition militaire, c'était un moyen très pratique de détourner l'attention des problèmes qu'il avait chez lui, en France. Mais attention, la conquête a été tout sauf une promenade de santé.
Après avoir pris les villes côtières, la France a mis des décennies pour soumettre tout le territoire. Il y a eu une résistance algérienne féroce et continue. Le système colonial, dans sa forme la plus aboutie, ne s'est vraiment consolidé qu'à la fin du XIXe siècle. Et voilà comment la théorie se transforme en pratique, et c'est souvent brutal. Le nerf de la guerre de la politique coloniale en Algérie, ça a été la terre. Systématiquement, on a confisqué les meilleures terres, les terres agricoles, les terres tribales, pour les redistribuer à des colons venus de France et d'ailleurs en Europe. Cette politique a eu une conséquence directe. Elle a dépossédé la population algérienne et l'a transformée en une classe de travailleurs agricoles pauvres sur les terres de leurs propres ancêtres. Et il ne faut pas croire que cette domination était uniquement économique. Non, l'objectif final était bien plus profond, comme le résume très bien cette phrase. C'était une tentative d'assimilation culturelle, une tentative d'effacer l'identité arabo-islamique de l'Algérie pour en faire un morceau de la France, une partie indivisible. Pas juste une colonie, mais la France elle-même. Bon, il est temps de conclure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette histoire, ce n'est pas juste une page tournée dans un livre. Pas du tout. Ses conséquences, ses échos résonnent encore très fort aujourd'hui. Alors, si on récapitule, on a vu comment les besoins du capitalisme industriel ont allumé la mèche de l'expansion. On a vu que ce moteur économique a été habillé, justifié par des discours politiques et idéologiques. On a vu comment l'Afrique et l'Asie ont été découpées, partagées selon des règles purement européennes. Et enfin, avec l'exemple de l'Algérie, on a vu les conséquences très concrètes sur le terrain de ces politiques. Ce qui nous amène à la question de fond, la question qui reste en suspens. Est-ce que les cartes qui ont été dessinées au XIXe siècle définissent encore notre monde d'aujourd'hui ? Et la réponse, c'est oui, en très grande partie. Beaucoup de frontières jugées artificielles, beaucoup d'inégalités économiques, beaucoup de tensions politiques qu'on observe aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, eh bien tout ça, c'est souvent l'héritage direct de ces décisions, de ces coups de crayon sur une carte il y a plus d'un siècle. C'est une réflexion qui est loin d'être terminée.